Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ce qui a été dit autour du PSG depuis hier soir, à commencer par le feuilleton Presnel Kimpembe qui s'annonce bouillant et qui prend déjà de l'ampleur assez tôt dans l'été. Tout a commencé il y a 3 semaines bien évidemment avec la déclaration que personne n'a loupée dans laquelle il demandait simplement à discuter avec sa direction du nouveau projet. Bon, si tu traduis dans les grandes lignes, il veut une prolongation avec une revalorisation salariale. On rappelle que son contrat court jusqu'en 2024 et qu'en cas de départ, du coup, il y aura 2 ans à racheter. Depuis, des clubs s'y intéressent. La déclaration est mal passée au sein des hautes sphères parisiennes qui, semble-t-il, ne sont pas revenus vers lui. Lui ne ferme aucune porte et du coup les médias, bien sûr, en profitent. À commencer par Gianluca Di Marzio qui a tout simplement annoncé hier soir que Presco est sur le départ et que la Juventus de Turin y pense en cas de départ chez eux de De Ligt, pour qui une prolongation commence un petit peu à se compliquer, mais surtout avec qui tu peux faire un gros billet. Il a des prétendants, ça parle de plus de 100 millions d'euros, il a peut-être fait le tour en Italie, il est dans une forme de stagnation, et la Juventus, bien sûr que s'il part, aurait des billets plein les poches. Ils nous l'ont fait cet hiver avec Mauro Icardi, à savoir, on peut rien faire, c'est prêt, vous prenez en charge le salaire ou rien, parce qu'on n'a pas un rond, pour au final 15 jours après mettre des dizaines de millions d'euros sur Vlahovic. On leur a laissé partir Di Maria gratos, ils récupèrent Paul Pogba. Si ils s'intéressent à Presnel Kimpembe, premier point, évidemment que vous sortez l'oseille les Turinois, 70-80 millions d'euros minimum si vous voulez discuter avec nous, parce qu'on saura très bien qu'avec De Ligt, il y aura forcément une énorme rentrée d'argent. Pour ce qui est de Presnel Kimpembe, bien sûr, tu dois faire le parallèle avec Milan Skriniar, c'est pas rien quand même. L'année dernière, Ramos, c'est un joueur qui est vieux, qui est recruté librement. Quand il arrive, son statut est tel que tu te dis qu'il va être titulaire. Au final, il y a quelques infos qui disent que Kimpembe s'en plaint, mais Ramos est blessé toute la saison. Là, il recommence son teasing sur Instagram, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec lui la saison prochaine. Et surtout, en fait, tu as Luis Campos qui est arrivé, les médias qui disent qu'il veut mettre en place un système à 3, les pistes, mais absolument toutes les pistes là qu'on a en ce moment, tous les dossiers ouverts, vont en la faveur d'un système à 3. Milan Skriniar connaît par cœur ce système sous Antonio Conte et sous Inzaghi. Vitinha, pareil, peut jouer dans un double pivot. Renato Sanchez, idem. Scamacca, très important. Un attaquant que tu n'as pas déjà dans l'effectif actuel et qui pourrait jouer dans une attaque à 2 ou dans un 3-4-3. Et de l'autre côté, tu signes Christophe Galtier, qui évidemment est un coach qui fait sa réputation sur le 4-4-2. Très compact, défensif, et qui du coup est très très loin du 3-5-2, 3-4-3 que Luis Campos envisage. Alors à moins que Christophe Galtier arrive et se renie un petit peu tactiquement comme tous ses prédécesseurs, avec, on l'espère, plus de réussite, ça va être compliqué en fait de cibler un petit peu les volontés du board parisien là-dessus. Bon, évidemment qu'ici on est pour le système à 3 depuis très longtemps, à savoir Marquinhos, donc dans l'axe de cette défense, dans un rôle un petit peu hybride, parce que je fais partie des gens qui militent un petit peu pour voir Marquinhos, pas au milieu, mais jouer vraiment en avançant. C'est pas quelqu'un qui gère derrière lui la profondeur, ou qui dans les duels est vraiment très très dur. Un Rock, par exemple avec Milan Skriniar, ils vont vraiment se compléter, parce que Skriniar a des qualités que Marquinhos n'a absolument pas en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que sur les phases de construction ou de défense, au milieu de terrain, c'est vrai qu'un double pivot, ça peut paraître assez léger en termes de densité, surtout que devant, tu as toujours la même problématique des mecs qui ne reviennent pas. Donc pourquoi pas faire monter Marquinhos un cran devant. Skriniar, si tu le recrutes, là à un moment donné, 60 millions pour un an de contrat, c'est pas pour cirer le banc ou la rotation. Il sera évidemment sur le côté droit, donc il met pas vraiment en danger Presnel Kimpembe, ou plutôt indirectement parce qu'il ne lui prendra pas sa place. Il joue pas à gauche, c'est pas un gaucher, mais par contre à gauche tu peux envisager Sergio Ramos, ou tout simplement envisager un départ de Kimpembe pour derrière recruter un joueur qui va te faire une vraie plus-value. Parce que rappelons qu'avec Kimpembe, on sort quand même d'une saison qui est assez moyenne. Alors pas de problème sur l'attachement au club, le message qu'il renvoie vis-à-vis du centre de formation, des supporters, et puis surtout, pas de problème sur le fait qu'il y a une tonne de joueurs, au moins 25 à 30 joueurs à faire partir avant lui, bien évidemment. Mais encore une fois, la loi du marché fait que tu fais en fonction des offres que tu as. Et s'il y a moyen de faire un move intelligent sur Kimpembe, par contre, je le mets vraiment en dehors du dossier Skriniar. C'est-à-dire que si tu signes Skriniar, moi je ne conditionne pas la signature de Skriniar à un départ de Kimpembe.
Vraiment, tu signes Skriniar et après, pourquoi pas recruter un deuxième central après avoir fait partir Kimpembe. Alors, c'est vrai que si tu prends la logique de Campos, défense à 3, système dans lequel Kimpembe n'est pas forcément à l'aise, tu peux te dire, envisager un départ, s'il a une idée derrière la tête, bon, ça peut se comprendre. De l'autre côté, Campos, visiblement, apprécie Presnel Kimpembe. On rappelle qu'en 2016, je crois que c'était durant le mercato hivernal, l'AS Monaco s'y intéressait à Presnel Kimpembe, avait même fait une offre avec différentes clauses de rachat au PSG. Donc ça témoigne un petit peu du fait que Luis Campos déjà le suit depuis quelques années et l'apprécie. Donc déjà, le voir changer d'avis sur Kimpembe, ça me paraît être assez relevé de l'utopie complètement. Pareil, Christophe Galtier, pourquoi il n'aimerait pas Presnel Kimpembe? Je ne sais pas trop, j'arriverai pas trop à saisir, surtout qu'en défense, bien sûr que déjà tu as Abdou Diallo qui va revenir de vacances et qui va vouloir partir. Il y a moyen de faire un chèque sur lui, 20 millions, et on ne va pas s'en priver parce que cette saison, ça a été quand même très compliqué. 2-3 matchs en décembre, mais sinon c'est tout. Alors oui, il y a la CAN qui vient un petit peu excuser tout cela, mais dans tous les cas, sa fameuse polyvalence au poste de latéral gauche, elle s'est un petit peu éteinte par des prestations très mauvaises à ce poste-là, c'est comme Thilo Kehrer à droite. Et puis dans l'axe, manque de fiabilité. Il a beau être gentil et faire des vidéos sur YouTube, à un moment donné, si t'es pas sur le terrain, ça va pas le faire. Et puis Thilo Kehrer est en fin de contrat la saison prochaine. Après la saison qu'il vient de faire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même des clubs qui proposent une petite somme pour lui, qu'on devrait accepter selon moi, parce que il faut éviter le départ libre, tout simplement. Voilà, éviter une prolongation un petit peu à la Julian Draxler, et du coup le faire partir cet été pour essayer un petit peu de faire un bon qualitatif dans cet effectif et à ce poste-là. Bref, Gol annonce que l'Atlético Madrid s'y intéresse. Alors bon, pour eux, c'est compliqué de les voir signer Kimpembe, parce qu'encore une fois, moi personnellement, je suis ouvert à un départ de Kimpembe à deux conditions. D'abord, si derrière tu fais une vraie plus-value, c'est-à-dire tu recrutes un vrai défenseur de classe mondiale qui va le remplacer comme il se doit, et surtout si tu fais vraiment de l'oseille, quoi. Si tu fais 70 millions minimum sur lui. C'est pour ça que la Juventus, si De Ligt part, il y a moyen que ça prenne de l'ampleur, surtout qu'aujourd'hui, là, le marché, ce jeu de chaise musicale, en gros, tu as Chelsea qui veut un central, la Juventus qui risque de perdre De Ligt, l'Inter Milan, alors eux, ils sont hors course parce qu'ils ont déjà coffré Bremer en cas de départ de Milan Skriniar, et le PSG qui veut recruter Skriniar. Skriniar qui va venir mettre un petit peu le bordel dans cette défense. On rappelle que Marquinhos, si je dis pas de bêtises, n'a toujours pas prolongé. C'est un truc qui vient de me traverser l'esprit. Mais je crois qu'il a toujours pas prolongé, alors que ça fait des mois et des mois qu'on annonce l'accord trouvé et l'officialisation à venir. Donc voilà, ce jeu-là de chaise musicale, tu as peut-être aussi le Barça qui peut rentrer dedans, mais encore une fois, question d'argent, de liquidité. L'Atlético ont des gros problèmes de masse salariale, je crois. Ils pensent à faire partir Antoine Griezmann, si je dis pas de bêtises. Et du côté du Barça, pareil. C'est très compliqué, surtout que là, on est en train de tout faire pour signer Robert Lewandowski, alors que le Bayern a refusé la seconde ou troisième offre du Barça, qui était de 40 millions plus des bonus. C'est compliqué, voilà, question de liquidité. Donc voilà pour moi les deux conditions d'un départ de Presnel Kimpembe, parce que il faut quand même l'admettre, sa saison est assez moyenne. Si tu veux vraiment pérenniser un système à 3, d'un point de vue tactique, c'est logique d'écouter les offres sur Kimpembe, parce que c'est un système qui demande à tes défenseurs de porter le ballon, et justement Kimpembe le faisait peut-être un peu trop il y a quelques années, mais là depuis l'année dernière, et c'était déjà apparu sous Thomas Tuchel, justement c'est tout l'inverse. Il prend plus aucun risque à la relance. Il est assez insignifiant, Kimpembe. C'est très difficile de juger ses matchs, parce que voilà, il fait rien qui te fait tilt en fait quand tu le vois jouer. Les duels aériens cette saison, c'était vraiment son gros problème. L'alignement, bon idem, mais ça c'est pour tout le monde bien sûr. Et puis le système à 3, on l'a vu en équipe de France dernièrement, c'est pas du tout un système pour lui. C'est un système très particulier en fait, à commencer par les défenseurs. En plus au milieu, on a déjà un problème de profil, avec le bon nombre de gars qui sont incapables de jouer en double pivot. Donc voilà, personnellement, 70 millions minimum, et surtout un remplaçant digne de ce nom, autre que Skriniar, surtout en plus de Skriniar. Et puis Kimpembe,
pourra éventuellement partir s'il le souhaite. Il y a Manchester United qui s'y intéresse aussi. Passons au dossier Neymar, parce que ça prend pareil, feuilleton encore une fois qui risque d'être celui de l'été, très très chaud. Le Parisien a annoncé hier que les deux parties se préparent à un divorce. Chelsea et Manchester United sont cités. Bon, United est cité partout évidemment, parce que là-bas, il y a des rumeurs concernant Cristiano Ronaldo qui vraisemblablement se proposerait à un petit peu toute l'Europe. Et Chelsea. Chelsea parce qu'ils viennent d'être achetés. Et encore une fois, je le répète, je mets une grosse pièce sur ce club. Thiago Silva, hop, a pris l'allumette et allumé le feu avec cette fameuse déclaration qu'il a fait. Bon, perso, ça me fait ni chaud ni froid. Il y en a qui sont attardés sur Thiago Silva. Ouais, c'est un ennemi du club. Il veut faire venir Neymar. Il est dans cette optique de revanche contre la direction du PSG. Perso, franchement, hein, je m'en branle. La déclaration de Thiago Silva, je l'ai lue, ça m'a fait vraiment rien du tout. Surtout que si on peut faire 80-100 millions sur Neymar, je fais partie de ceux qui ne s'en priveront pas, parce que tout simplement il faut faire partir soit Messi soit lui, et ce sera au premier courtisé tout simplement. Voilà, aujourd'hui Messi a un contrat qui se termine dans 1 an, pas grand monde évidemment à part les destinations exotiques. Là Neymar, je pensais que c'était un peu la même chose que Messi, mais finalement il semblerait qu'il y ait des clubs en première ligue qui s'y intéressent, donc bien sûr que si on peut le faire partir, pour moi, voilà, il faut pas s'en priver, surtout que je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Au niveau de l'investissement, la déclaration de Nasser est très lourde de sens. Hein. Campos, dès le début, on savait très bien que voilà, il ne veut pas de Neymar, il va essayer de s'en séparer, mais ça va être très compliqué parce qu'encore une fois, il y a un salaire immense et surtout, il ne va pas renoncer à un seul centime. On connaît quand même Neymar, surtout son père, et Pini Zahavi. Donc ça risque d'être très compliqué. Mais encore une fois, Chelsea, donc Thiago Silva, Thomas Tuchel, qui pourrait plaider en sa faveur. On rappelle que, circonstance atténuante de Neymar, c'est vrai que Pochettino a ses responsabilités. Parce que bon nombre de fois, il l'a isolé en tant qu'ailier. Et surtout, déjà, il a fait son plan de jeu autour de Kylian Mbappé, alors que sous Tuchel, c'était Neymar le dépositaire du jeu. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant. Neymar est relégué au second plan très clairement. Bien sûr que c'est la logique, évidemment. Mais Pochettino n'a rien arrangé. Et puis en plus, bon, il a fait progresser personne à part Kylian Mbappé. Neymar est à mettre dans le même sac que tout le monde. Mais bien sûr, en termes d'investissement et tout ça, on peut toujours revenir. Il n'y a qu'un seul truc avec Neymar que je n'oublierai jamais et que je citerai toujours, c'est les références quand même en Ligue des Champions. La finale qu'on fait contre Dortmund, sans lui, tu passes peut-être pas. Au match aller, il te sauve les fesses et au retour, c'est ton leader. Contre l'Atalanta, alors oui, il marque pas et il vendange même, mais il maintient quand même cette pression sur la ligne de défense adverse. Et puis pendant tout le match, il te fait des gestes absolument incroyables, tout simplement. Et puis il fait une passe venue d'ailleurs sur le but de Choupo, si je dis pas de bêtises. Sa demi-finale contre Leipzig, alors c'est plus le match de Di Maria, mais Neymar n'en reste pas moins très très bon. Il rate sa finale, mais voilà, dans tous les cas, il nous y emmène quand même, on ne l'oubliera pas. Le match contre Liverpool, alors c'est quand même des références qui remontent un petit peu, mais il y a Liverpool en phase de poule et Manchester United avant le départ de Thomas Tuchel. C'est vrai que c'est un match dans lequel tu es vraiment en ballottage défavorable, voilà, complètement. Donc il y a quand même quelques matchs en Ligue des Champions qui ne sont pas à oublier avec Neymar, et puis surtout cette forme, quand il arrive là... sur la fin d'année 2017 où il est absolument stratosphérique. Vraiment, il est extraordinaire, si ce n'est le meilleur du monde à ce moment-là. Foutu métatarse. Évidemment, là, le métatarse, tu as envie de te jeter à la mer, te fracasser la tête contre un mur parce que tu sais très bien que c'est un tournant indéniable en fait. Et que au niveau des blessures, tu peux tout reprocher à Neymar. Je fais partie des gens qui lui reprochent quand même son manque d'investissement et quelquefois d'être agaçant sur le terrain. Mais encore une fois, les blessures, voilà, tu peux pas dire il les cherche ou truc muche. Non, c'est le football. Il va chercher le contact. Bon, il le prend. Il se blesse. C'est comme ça. C'est pas de sa faute. Se blesser au métatarse, à un moment donné, c'est pas l'hygiène de vie qui fait ça. Bref, c'est compliqué. Chelsea ont été rachetés par des Américains. Ça m'étonnerait pas de les voir caler un gros chèque pour s'assurer un petit peu une dynamique marketing de début de projet. Au Brésil, on parle d'un prêt qui serait accepté par le PSG si le club d'en face prend en charge le salaire dans sa globalité. Mais bon, faire partir Neymar pour un prêt, là, à un moment donné, d'un point de vue tactique, ça se comprend parce que ça te libère un petit peu. Mais encore une fois, en fait, si tu fais partir Neymar là,
60 sur Skriniar, 40 sur Vitinha, ça parle de 10-20 sur Renato Sanchez, 40 sur Scamacca. À un moment donné, si Neymar part, il va falloir recruter quelqu'un qui, au poste d'ailier au minimum, va t'apporter quand même quelque chose de consistant, quoi. Et c'est surtout que c'est un marché qui est en train de se resserrer, puisque Richarlison, je crois, est en train de signer à Tottenham. Rafinha, ça se décante. Il n'y a que Anthony. Anthony, Anthony, il n'y a personne qui s'y intéresse, en fait. Du coup, ça me crée un petit peu de scepticisme. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il intéresse personne, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je préfère quand même, quand on est sur des dossiers où il y a plein d'autres clubs, même si tu as le risque d'avoir la surenchère, ça veut quand même dire que le joueur vaut quelque chose. Bref, passons à Scamacca, puisque le PSG a augmenté son offre, toujours selon Di Marzio. Hein. La première était de 35 et des bonus. Là, maintenant, c'est 40 et les bonus. Le Parisien, par l'intermédiaire de Dominique Sévérac, a annoncé que le dossier était quasi bouclé pour une arrivée en juillet. Donc, Luis Campos, malgré son intérêt pour Ekitike, préfère Scamacca. C'est un profil qui est différent, déjà d'un point de vue physique, parce qu'il est beaucoup plus développé. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, système A3, là, c'est quand même un profil inédit qui va t'apporter quelque chose que tu n'as pas dans l'effectif, même si je fais partie de ceux qui sont, sceptiques sur le prix. 40, ça commence vraiment à faire. Il y a grosse pression. Hein. Luis Campos, là, 40 millions. Alors oui, il fait des gros coups, mais il recrute aussi beaucoup de joueurs par mercato. Et du coup, à la fin, t'en as qui ne réussissent pas en fait. Et j'ai peur que Scamacca, ce soit un petit peu ça. Après, planter le nombre de buts qu'il a mis à Sassuolo, bien évidemment qu'il faut le faire. Ça m'a l'air d'être évidemment un profil très intéressant, complémentaire surtout, avec un Kylian Mbappé par exemple dans une attaque à deux, ou même un Lionel Messi, un joueur de surface aussi on en a besoin, capable de reprendre les centres soit par son jeu de tête, parce qu'il est grand, ou alors sur les seconds ballons en tant que renard, donc reprendre les centres de nos latéraux qui auraient enfin un but en fait à centrer, parce que tout au long de la saison, il n'y avait aucun intérêt à le faire. Mais c'est vrai que 40 millions, et puis surtout, je fais partie de ceux qui pensent que pour lui, en fait, pour le joueur, une étape intermédiaire n'est pas de trop. Voilà, passer tout de suite de Sassuolo au PSG, je me dis, est-ce que la marche n'est pas un petit peu haute? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un petit escabeau dans un club andalou, ou voilà, en Angleterre, en Allemagne avant, pour qu'il puisse un petit peu s'étoffer, tout simplement, confirmer un petit peu avant de rentrer dans le grand bain. Mais voilà, dans tous les cas, on est assez enthousiaste et on espère que ce dossier va se boucler rapidement parce que, les gars, c'est chiant. Hein. Et pour moi encore plus, en tant que youtubeur, quand je me lève et que je me dis quelle vidéo je vais faire, à un moment donné, là, on a 4-5 dossiers qui tournent en boucle depuis des semaines. Ça commence vraiment à devenir redondant et très difficile de faire des vidéos. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve, bien évidemment. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera l'officialisation de Vitinha, puisqu'il est à Paris actuellement. Il passe sa visite médicale. Il y a un accord sur les formalités de paiement. Bien sûr que dès que c'est officiel, je sors l'analyse du joueur, la présentation et tout ça. Bonne soirée à tous, ciao les amis, et puis surtout, prenez soin de vous.